Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le chapitre 9.2 qui s'intitule Champ de gravitation qui se trouve à la page 55 de votre polycopie. Alors, dans la terminologie champ de gravitation, il y a gravitation que vous connaissez désormais, mais il y a un nouveau terme qui est le terme champ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ en physique? Alors, on parle de champ en physique lorsque dans l'espace, on a en fait en chaque point de l'espace, on a une fonction qui va varier justement en fonction de la position dans l'espace. Et donc, on différencie le résultat de la fonction selon qu'on obtient ce qu'on appelle un scalaire ou ce qu'on appelle un vecteur pour appeler le champ en question un champ scalaire ou un champ vectoriel. Alors, ça peut vous paraître un petit peu compliqué a priori. En réalité, si par exemple, je vous demande de mesurer la température qu'il y a dans la pièce dans laquelle vous êtes, eh bien, suivant l'endroit où vous vous positionnez le thermomètre, vous allez obtenir des valeurs légèrement différentes. Si vous avez un thermomètre très précis, vous allez obtenir une valeur de la température qui va varier en fonction de la position où vous mesurez cette température. Donc, du coup, on va parler justement d'un champ scalaire dans ce cas-là pour la température. Pourquoi? Parce qu'un scalaire, en fait, c'est un nombre. C'est un autre terme pour dire un nombre. Donc, si le résultat de la fonction dont je parlais tout à l'heure, par exemple pour la température, si ce résultat donne un nombre, eh bien, à ce moment-là, un nombre étant un scalaire, on va parler d'un champ scalaire. Et c'est pour ça que la température, le champ de température, c'est un champ scalaire, par exemple. Donc, un exemple de champ scalaire, c'est le champ de température. Et puis, il y a d'autres fonctions qui peuvent donner autre chose que des scalaires et qui vont donner plutôt des vecteurs. Donc, dans ce cas-là, si on parle d'un vecteur, ça veut dire qu'il y a une intensité du vecteur, qu'on appelle la norme en fait, mais il y a en plus une notion de direction et de sens qui est importante. Alors, qu'est-ce qui peut donner par exemple un vecteur? Eh bien, un vecteur, par exemple, une vitesse. Alors, si vous prenez ici un exemple qui est écrit, par exemple, à tout point de l'atmosphère, c'est ici, par exemple, à tout point de l'atmosphère, on peut associer la vitesse du vent qui y règne. Donc, effectivement, si vous êtes dans une pièce, il n'y aura pas forcément du vent, mais disons vous êtes à l'extérieur, vous voulez mesurer la vitesse du vent. En fonction de où vous placez votre appareil pour mesurer la vitesse du vent, vous allez obtenir une direction différente et puis une intensité différente. La même chose avec, par exemple, le champ magnétique terrestre. En fonction de où vous mesurez le champ magnétique, vous allez obtenir une direction qui est différente et aussi une intensité du champ magnétique qui sera différente. Donc, le champ magnétique, c'est un vecteur. On verra ça en troisième année. La vitesse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un vecteur. Autre exemple avec la vitesse, dans une rivière. Dans une rivière, toutes les gouttes d'eau ne circulent pas à la même vitesse. S'il y a des obstacles, s'il y a un rétrécissement ou des choses comme ça, eh bien à ce moment-là, la vitesse peut varier autant en direction qu'en sens, mais aussi qu'en intensité. Donc, si votre résultat est un vecteur, eh bien à ce moment-là, on parle de champ vectoriel. Donc, par exemple, dans ce que j'ai dit, un champ de vitesse, c'est un champ vectoriel. Alors, la gravitation qui règne autour d'un astre, eh bien, elle ne règne, si vous voulez, comment représenter en quelque sorte la gravitation qu'il y a autour d'un astre, eh bien, c'est par un vecteur et qui est le vecteur accélération de la pesanteur, ce qu'on appelle le vecteur petit g. Alors pour nous, g, on a toujours considéré que c'était une valeur constante, du moins à la surface de la Terre. Et d'ailleurs, dans le chapitre précédent, que je peux d'ailleurs vous remontrer, le 9.1, juste en dessus, enfin juste à la page précédente, à la page 54, c'était l'objet de la dernière vidéo. Je vous avais fait la démonstration, ici en réalité, que non pas le vecteur, mais l'intensité de l'accélération de la pesanteur, eh bien, dépendait en fait de l'altitude par cette expression qu'il y avait ici. Et dans cette expression, on voit qu'apparaît G, qui est donc au niveau de la mer, l'accélération de la pesanteur au niveau de la mer. Et puis, à côté de ça, on multiplie par R carré sur R plus H au carré, où R carré est le rayon de l'astre, donc de
la Terre en l'occurrence, mais h, c'est l'altitude. Et ce qu'on avait démontré par calcul, c'est que pour une altitude qui est inférieure à 10 000 mètres, c'est-à-dire l'altitude dans laquelle on évolue, nous en tant qu'être humain, eh bien, le facteur justement qui est en rouge ici, ce rapport qui multiplie G, eh bien, c'est un rapport qui vaut en fait ici 0,9969. Donc c'est un rapport qui est très très proche de 1, ce qui démontrait finalement que l'accélération de la pesanteur ne variait que très peu finalement dans la zone dans laquelle évolue l'être humain, de manière générale, c'est-à-dire entre en gros 0 et 10 000 mètres d'altitude. Mais si elle varie très peu, elle varie quand même en fait. Donc c'est cette variation qu'on va un petit peu étudier maintenant dans le chapitre 9.2, donc qui parle du champ de gravitation. Alors, donc, moi, ce que je veux vous dire déjà, c'est que le champ de gravitation, il s'agit d'un champ vectoriel. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que non seulement on tient compte de la valeur de G, qui peut donc diminuer en fonction de l'altitude, donc ça, c'est la norme du vecteur, mais aussi on tient compte de la direction, justement, et du sens du vecteur, et ça, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, le champ de gravitation, je précise qu'il s'agit d'un champ vectoriel. Voilà. Alors, prenons le schéma qui se trouve ici, au milieu de la page ou vers le haut de la page, et donc moi, je l'ai recopié sur une présentation ici, et j'ai agrémenté tout ça de un petit peu de texte. Donc, admettons que vous avez une planète, donc disons la Terre pour faire simple, qui est donc le cercle qu'il y a ici. Là, je me suis un petit peu raté, je vais tâcher de rattraper le coup. Voilà, vous avez la Terre ici, on va mettre en bleu, c'est normal puisqu'on appelle la Terre la planète bleue, comme vous le savez, donc ça c'est la Terre. Et donc, si vous êtes, enfin pas vous, si on se place à une certaine distance de la Terre, à différents endroits, par exemple, si on se place ici, ou si on se place ici, ou ici, je ne vais pas tous les dessiner, mettons encore celui-ci, eh bien, première caractéristique de l'accélération de la pesanteur, c'est que, imaginons, chacun de ces points ici a une masse m, admettons. Eh bien, chacun de ces points va subir de la part de la Terre qui a une masse, on va appeler mt, masse de la Terre, eh bien, chacun de ces points va subir une force d'attraction qui est la force de gravitation, que je représente par un vecteur rouge. Et vous voyez que ces vecteurs, ils sont tous dans des directions différentes parce qu'ils ont comme point commun de pointer en direction du centre de la Terre. Tous. Donc, la force en question ici, ces forces qu'il y a ici, qui sont là, eh bien, elles vont dépendre en fait de la position de l'objet, et donc elles vont avoir une direction qui est donnée par la ligne en quelque sorte qui relie l'objet en question et le centre de la Terre. Donc, ils ont tous une direction différente. Donc, la direction doit être prise en compte, d'où la nécessité d'utiliser un vecteur pour représenter ces forces, bien sûr. Et en plus, eh bien, ce qu'on a pu déterminer, c'est que la force de gravitation, elle est égale, donc F, on a tendance à l'appeler Fg, en fait, c'est grand G, fois la masse d'un des objets, donc ici petit m, on va dire, fois la masse de l'autre objet, donc la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, cette distance, en réalité, c'est la distance entre le centre de la Terre et l'objet. Donc, par exemple, pour ce premier point qu'il y a ici, c'est cette distance-là, qui n'est pas la même que pour cet objet qui est ici. Donc, cette distance, elle va changer. Et comme la distance change, même si la masse est tout le temps la même pour chacun des objets, eh bien, du coup, l'intensité de la force va changer aussi. Et comment est-ce qu'elle va changer? Eh bien, on aura une force qui va diminuer si la distance augmente. Elle va même diminuer de manière inversement proportionnelle au carré de la distance, puisqu'ici, la distance, elle est au carré. Alors,
Dans notre formulation, nous, à la place d'utiliser D, on va utiliser la lettre R. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on considère, je vais un petit peu tout effacer ici, si on considère le point qui est central ici, le centre de la Terre comme étant le point O, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est représenter la position de chacun des points par un vecteur qu'on appelle vecteur position. On a l'habitude, depuis la cinématique, de l'appeler vecteur R. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de déterminer quel est le vecteur G en fonction de la position R, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Alors, ça, eh bien, on peut le calculer parce qu'en fait, la force, on a dit, c'est G fois petit m fois la masse de l'astre, donc la masse de la Terre, divisé par la distance au carré. Alors, la distance, c'est quoi en réalité? La distance, c'est la norme du vecteur R. Donc ici, si vous voulez mettre distance au carré, je vais mettre la norme du vecteur R, que je vais mettre au carré. Voilà. Alors, là-dedans, vous avez des grandeurs. Il y a une grandeur qui ne dépend que de la masse de l'objet en question, qui est la masse petit m, donc c'est le m. Et tout le reste, à part G, bien sûr, ça ne dépend que de la planète. Et de la position, évidemment, de où se trouve l'objet. Alors, l'idée, c'est donc d'écrire que cette force, comment dire, que cette force de gravitation, là c'est gravitation bien entendu, eh bien, vous voyez là-dedans, elle va dépendre du vecteur R, mais en réalité, elle dépend de la norme du vecteur R. Donc la norme du vecteur R, c'est ce qu'on appelle R tout court, en général. Donc ça, on peut l'écrire de la manière suivante. On peut l'écrire, à la place d'écrire tout ça, on peut mettre un petit r au carré là-dedans. Et donc, l'idée, c'est ensuite d'écrire que cette force de gravitation, vectorielle donc, cette fois, eh bien, elle va dépendre de la masse de l'objet qui l'a subi et elle va dépendre du vecteur gravitation, justement, ce qu'on appelle, ce que je préfère appeler l'accélération de la pesanteur, qui lui dépend du vecteur R. Mais en réalité, comme on peut le voir, donc, quelle est cette dépendance? Eh bien, si je fais un petit peu de place ici, hop, eh bien, la dépendance, ce sera en fait m fois, donc là j'ai écrit le m, et puis là il y aura g fois mt sur r carré. Donc en réalité, cette dépendance, ça là, si vous voulez, enfin, excusez-moi, ce que j'ai oublié d'écrire là, c'est que là je suis en train de parler de la norme à ce moment-là. Eh bien, cette dépendance-là, ce que j'ai entouré en jaune, c'est en fait le vecteur g, enfin la norme du vecteur g, qui ne dépend que de la distance r. Alors, ce que je viens d'écrire ici, que je vais écrire ici à droite, g qui dépend de r, c'est égal à g fois la masse de l'astre, donc la Terre en l'occurrence, divisé par r au carré. C'est la norme du vecteur accélération de la pesanteur. Et pour déterminer sa direction et son sens, eh bien, tout simplement, il suffit de pointer en direction du centre de l'astre. Donc, à chaque fois, là, ce que j'ai dessiné en jaune, avant, j'avais dit que c'était la force, mais étant donné que la force de gravitation, elle est collinaire justement à ce vecteur G, eh bien, on obtient donc, on peut aussi l'écrire comme étant le vecteur G, cette histoire. Alors, ça, c'est le vecteur gravitation, enfin, ça, c'est un vecteur, et puis comme ces vecteurs, en fonction de où on se trouve autour de la Terre, eh bien, les vecteurs auront des intensités différentes en fonction justement du R, de la distance. Ils auront aussi un sens différent, une direction, puisqu'ils pointent tous en direction du point O, qui est le centre de la Terre. Et bien donc on parle de champ de gravitation dans l'espace autour de la Terre. Alors, maintenant, ce que je peux encore dire là-dessus, c'est que si on se situe dans une zone proche de la surface de la Terre, on a vu, toujours à la fin du chapitre 9.1, que si par exemple R est plus petit ou égal à disons 10 000 mètres, 10 000 mètres d'altitude, eh bien on avait vu que le vecteur G, la norme du vecteur G était constant, plus ou moins constant.
Donc, si vous êtes proche de la surface de la Terre, tous ces vecteurs, ils ont la même norme. Et c'est ce qu'on voit ici. En réalité, ceux qui sont plus hauts, normalement, ils ont une taille un peu plus petite, puisque, encore une fois, l'accélération de la pesanteur diminue avec l'altitude, mais cet effet est très très faible, donc du coup, on peut considérer qu'ils ont quasiment la même taille, en fait. Et puis, en plus d'avoir la même taille, eh bien, ils sont tous dirigés vers le centre de la Terre. Alors, comme la Terre, elle a un rayon très très grand, si on est dans un endroit proche de la surface de la Terre, on peut considérer que le sol est plat. Qui n'est donc pas, si vous voulez, que la courbure du sol est quasiment plate en quelque sorte. Hein. Et donc, c'est ce qu'on observe dans la vie de tous les jours en réalité. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne croient toujours pas que la Terre est ronde, hein, puisque justement le sol il est partout plat. Hein. Alors, du coup, eh bien, l'accélération de la pesanteur qui pointe toujours vers le centre de la Terre, étant donné que le centre de la Terre, il se trouve par là-bas en bas, mais très loin, hein, très très loin, et bien du coup, tous ces vecteurs, dans une zone assez proche l'un de l'autre, les uns des autres, pardon, eh bien, ils sont tous parallèles. Donc, ils ont tous la même direction qui est verticale vers le bas. Donc, si tous ces vecteurs sont tous verticaux, dirigés vers le bas, et qu'ils ont tous la même intensité, alors à ce moment-là, proche de la Terre, on peut dire que le champ de gravitation, il est uniforme. Donc voilà ce que c'est que le champ de gravitation. C'est un champ vectoriel qui est donné par, donc tout d'abord, les vecteurs. Donc c'est toujours la direction qui relie le point où on veut déterminer l'accélération de la pesanteur jusqu'au centre de la Terre. Et en ce qui concerne l'intensité du vecteur, eh bien, on va utiliser donc cette formule-là, hein, où on voit qu'ici, R, c'est en réalité, encore une fois, c'est la distance entre le centre de la Terre et l'endroit où on veut mesurer l'accélération de la pesanteur. Donc, on voit ici que cette accélération de la pesanteur, elle diminue si R augmente. Et donc, c'est pour ça que quand on s'éloigne de la Terre, l'accélération de la pesanteur, elle va diminuer avec le carré de la distance. Et puis, au bout d'un moment, elle va tellement diminuer qu'elle va être nulle, ou quasiment nulle. Donc, du coup, dans cette situation, on parle d'apesanteur. Ça veut dire que G est à peu près égal à 0. Quand on est en orbite, par exemple, autour de la Terre, on considère qu'on est dans une situation d'apesanteur. On peut le voir dans les stations, les satellites. Hein, les astronautes qui sont là-dedans, ils peuvent voler en quelque sorte. Hein, quand ils laissent tomber quelque chose, la chose ne tombe pas, justement, parce que le G est devenu tellement faible à cet endroit-là, autour de la Terre, dans un voisinage quand même relativement proche, hein, à l'échelle du système solaire, mais relativement loin finalement à l'échelle de la surface de la planète, hein, bien entendu, eh bien, on peut considérer à ces endroits-là qu'il n'y a plus de pesanteur et donc que c'est une situation dite d'apesanteur. On appelle ça aussi l'impesanteur. Hein, ça se dit aussi, ça se dit même de manière de plus en plus courante en réalité parce qu'il y a une confusion entre la pesanteur, où là justement le G n'est pas du tout égal à 0, et l'apesanteur, qui est justement là où G égale 0. Donc ça se dit la même chose, hein, si vous ne faites pas la coupure, la césure qui est entre les mots, si vous le prononcez de manière coulée, ça se dit la même chose, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc finalement, on préfère à la limite utiliser le mot d'impesanteur pour éviter justement cette confusion. Alors, je terminerai en disant que si maintenant vous connaissez le vecteur gravitation, c'est-à-dire le G en fonction de R, hein, qui peut donc être calculé en chaque point de l'espace et dont la direction peut être déterminée en chaque point de l'espace, eh bien, pour déterminer la force de gravitation, il vous suffit donc de faire la masse de l'objet qui va subir cette accélération de la pesanteur multipliée justement par le vecteur qui, lui, dépend de la position. Et vous voyez que là-dedans, dans la position, ici, j'ai mis uniquement la norme en fait, de la position. Hein. Je n'ai pas mis R avec un vecteur parce qu'en réalité, dans la formule, il apparaît au carré. Hein. Donc, encore une fois, c'est la norme qui compte pour déterminer l'intensité de l'accélération de la pesanteur. Si bien que si vous prenez un cercle autour de la Terre, ceci,
bon, admettons qu'il soit concentrique à la Terre, n'importe quel point qui se trouve sur ce cercle, eh bien, aura la même intensité d'accélération de la pesanteur. Pas la même direction, puisqu'elles pointent toutes vers le centre du cercle, donc les directions diffèrent, mais par contre, la valeur de G sera la même, à une certaine distance. En fait, la valeur de G, elle ne dépend que de la distance. Voilà pour la présentation de ce qu'on appelle le champ de gravitation autour de la Terre ou finalement autour de n'importe quel astre.